De 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du jeudi 27 juillet, la saga autour des travaux du Stade olympique se poursuit. L'accès à certains criminels sera bientôt refusé dans les casinos du Québec et la ville de Sherbrooke ferme les balançoires de 37 parcs par mesure préventive. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Allô Marianne. Il y a des complications qui sont en vue en ce qui concerne les travaux de remplacement du toit du Stade olympique. On savait déjà qu'on devait le remplacer, mais là, on a appris que l'anneau technique devra aussi être remplacé. L'organisme du parc a annoncé dans un communiqué mercredi que l'analyse technique effectuée par des experts internes et externes du parc olympique a révélé la nécessité de remplacer l'anneau technique du stade pour se conformer au nouveau code du bâtiment. L'anneau technique, c'est le grand ovale blanc qui surplombe les estrades du stade. Exact. Toutes les espèces de grands arcs qu'on peut voir de l'extérieur, là, c'est retenu au centre par cet anneau-là. Oui, et qui est construit en béton, qui contient notamment des appareils d'éclairage, de sonorisation et supporte en partie le poids du toit actuel. Son périmètre atteint un demi-kilomètre. On peut écouter un extrait tiré de LCN avec Dinu Boumbarou, représentant d'Héritage Montréal. Il mentionne être peu convaincu de la pertinence de ces travaux. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça va être dans les dizaines de millions. Là. On parle de centaines de millions. C'est majeur. Si on le fait, il faut bien le faire. Et puis aussi, il faut imaginer qu'après ça, on va avoir peut-être de l'entretien qui est moins par à-coup avec des gigantesques projets à tous les 20 ans. Peut-être qu'on devrait faire de l'entretien plus préventif. Et le fait que des questions comme le toit, ça traîne depuis tellement d'années parce que ça a passé à travers tant de gouvernements, d'administrations politiques, de changements. Ça aussi, ça participe de l'augmentation des factures. Là. Il n'y a aucun coût qui a encore été estimé en ce qui concerne cette opération également. Mais ça coûte cher, le Stade olympique. Puis je comprends que c'est un vestige, puis je sais que dans les cartes postales, mettons, les touristes qui viennent ici veulent aller voir le stade. Puis moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'architecture. Là. C'est beau, il est beau, le Stade olympique. Reste qu'on présente rien là-dedans. Et en entretien, et en... c'est fou comment ça coûte cher. Fait qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. On dirait qu'on est toujours entre deux. Il n'y a personne qui ose dire, OK, là, c'est assez. Là. On a assez payé pour cette affaire-là. Fait qu'on continue de payer puis de l'entretenir. Mais, tu sais, des fois, Marianne, tu me poses une question, je vais t'en poser une. Parce que moi, là, cet anneau-là, je pensais que c'était une espèce de gros anneau de béton. Là, mais c'est vide un peu en dedans. Tu sais, justement, si tu veux aller réparer une ampoule, replacer tes affaires, tu peux te promener à l'intérieur de cet anneau-là. Là. C'est pas vide, là, mais tu sais, c'est pas plein non plus. Là. Irais-tu te promener là-dedans? Tu sais, avec tout ce qu'on a entendu du stade qui craque puis qui casse de partout, tu me paierais cher pour aller faire le tour de l'anneau. Il faudrait qu'on te paye autant cher que ceux qui ont fait un tour à bord du Titan. Non, moins cher que le Titan quand même, mais je me sentirais pas super à l'aise de dire « Ouais, c'est beau, je vais aller rebrancher le fil puis changer l'ampoule. » Mais c'est sûr qu'on n'est pas en connaissance de cause, on connaît pas, on n'est pas des experts là-dedans, là, donc aller s'aventurer dans une chose inconnue. Je sais pas, toi, irais-tu? Non. Toi, tu irais faire le tour? Demain, je te dis, hey, je t'offre la visite, tu peux aller visiter le stade, puis tu fais le tour de l'anneau. C'est une très bonne question. Mais avec ce qui a été annoncé dans les dernières heures, encore je pense moins. que c'est ça, on va se retirer. C'est bon. Dans la foulée d'une enquête qui a été menée par notre bureau d'enquête à Québecor en novembre 2020, révélant que des criminels bénéficiaient d'un traitement de faveur à l'entrée des casinos, le gouvernement Legault va prendre des mesures décisives. Prochainement, le Québec va refuser, ou du moins veut refuser, l'accès à ces établissements à certains individus considérés comme dangereux pour la sécurité publique. Le projet de règlement publié mercredi dans la Gazette officielle du Québec vise à interdire l'accès aux casinos
casinos d'État pour toute personne dont la présence ou le comportement représente une menace pour la société. C'est une initiative qui a pour objectif de renforcer la sécurité et d'assurer un environnement plus sûr au sein des maisons de jeu de la province. Alors, une personne qui a plaidé coupable ou qui a été reconnue coupable de certains crimes lors des 5 dernières années ne pourra pas entrer dans un casino. Les infractions visées par cette interdiction d'accès-là sont notamment en lien avec le vol, les taux d'intérêt criminels, le recyclage des produits de la criminalité et le crime organisé, et les contrevenants à la loi réglementant certaines drogues et autres substances en vertu de laquelle le gouvernement fédéral interdit la possession, l'importation et la vente de nombreux stupéfiants sont aussi visés par l'interdiction. Le gouvernement souligne aussi que l'Auto-Québec aura le droit d'expulser toute personne ayant commis une infraction criminelle de nature à porter atteinte à l'intégrité des activités d'un casino d'État ou à miner la confiance du public quant à l'intégrité de celle-ci. On peut écouter un extrait de Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête de Québecor. C'est brillant comme stratagème, mais en même temps, il faut trouver des façons d'empêcher ces gens-là d'entrer dans le casino. Puis ce que la firme qui a fait l'audit après notre enquête a recommandé, c'est que la police puis l'Auto-Québec se parlent. Tu sais, la Sûreté du Québec et la GRC, ils ont tout plein de fichiers de renseignements sur qui sont les membres des organisations criminelles, puis qui sont aussi tous les petits frotteux autour qui vont blanchir l'argent, parce que c'est pas... c'est pas Stéphano Solicito lui-même, souvent, quoi que lui, il y allait au casino, mais souvent, il envoie des prénoms des gens de leur entourage pour que ce soit un petit peu plus subtil. Alors, qui sont-ils, ces gens-là? Est-ce qu'on peut les empêcher de rentrer au casino? Est-ce qu'on peut les expulser? Là, au moins, on semble avoir une base légale pour le faire. On comprend que c'est un projet de règlement. Ça pourra entrer en vigueur dans 45 jours. Il suffit d'un simple décret du Conseil des ministres. Et ben voilà, c'est... Donc, est-ce que ça va enrayer complètement les stratagèmes de blanchiment? Je pense pas, mais ça donne au moins des outils légaux pour s'attaquer aux problèmes. Moi, comme citoyen, comme contribuable, de savoir qu'un bras du gouvernement, c'est-à-dire l'Auto-Québec, encourage d'une certaine façon ces pratiques-là, c'est assez inacceptable. Le projet de règlement qui est mis de l'avant par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et le ministre des Finances, Éric Girard, concerne les 4 casinos de l'Auto-Québec, soit ceux de Montréal, Charlevoix, Lac-Lemay et Mont-Tremblant. La ville de Sherbrooke, on se transporte en Estrie, dans les cantons de l'Est, est actuellement en action à la suite d'un incident qui est survenu dans l'un de ses parcs. Il y a une citoyenne qui a été blessée dimanche dernier alors qu'elle utilisait une balançoire, et pour éviter tout autre risque, l'administration municipale a décidé d'agir rapidement. Donc, c'est pas moins de 44 modules de balançoires qui sont répartis dans 37 parcs qui ont été soumis à une inspection préventive et ont été sécurisés. Pour des raisons de sécurité, l'accès à ces zones de jeu a été temporairement fermé. La priorité, c'est de garantir la sécurité des usagers et de prévenir tout autre incident similaire. Les autorités municipales ont mis en place un programme d'inspection spécifique pour s'assurer que tous les équipements de jeu sont en parfait état et sans danger. Et ce programme particulier d'inspection s'ajoute au programme régulier d'inspection qui est réalisé par la Ville sur le mobilier urbain et les divers équipements de parc, dont les modules dans les aires de jeu qui débutent dès la fonte de la neige. Bien, c'est une bonne chose là, qu'on repasse, mais j'imagine que les villes le font toujours. Après ça, c'est aussi à nous... puis là, je dis pas que c'est le cas de la personne qui a été blessée, mais tu sais, si on va dans un parc, puis des fois, il y en a de l'équipement qui est un peu endommagé, ou on a un doute sur la balançoire, ou la glissade n'a pas l'air solide, peu importe pour la raison, le mauvais entretien, ou parce que des jeunes sont allés dans la nuit avoir du plaisir dans le parc, ou peu importe. C'est à nous autres aussi quand même à surveiller puis pas prendre pour acquis que tout fonctionne dans tous les parcs. Oui, puis il y a des adultes et des enfants aussi qui peuvent être blessés dans cette situation-là. Exact. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. OK, là, tu t'es fait plaisir, là. C'est ce que je sens, là. là. Pas juste à moi, là. Toi aussi, tu claquais des doigts, Jean-François. Effectivement, c'est une bonne chanson de Madonna. Madonna, Material Girl. Bon, le 19 août prochain, à Montréal, il y a un record Guinness qui pourrait être battu avec le plus grand nombre de personnes costumées
en Madonna. Et pour établir ce record-là, il y a au moins 441 Material Girls qui devront se rassembler ce jour-là. Cette légendaire artiste va célébrer ses 65 ans le 16 août et le premier album de Madonna fête son 40e anniversaire ce jeudi et elle devait initialement se produire à Montréal les 19 et 20 août. Bon, cependant, à la suite d'une grave infection bactérienne en juin dernier, là, sa tournée mondiale Celebration Tour a été reportée, obligeant les fans montréalais à attendre jusqu'en 2024 pour la voir sous les projecteurs. Et pour le record Guinness à briser, c'est dans le village que les admirateurs sont conviés à se mettre dans la peau de la Madonna de leur choix le 19 août de 15h à 21h30 sur la rue Sainte-Catherine-Est entre les rues Alexandre de Sèvres et Champlain. C'est pas les looks qui manquent là, pour incarner sa version de Madonna. Madonna a eu tous les looks. Ça va être dur de savoir si c'est juste un passant ou si on est déguisé en Madonna parce que tu sais à travers les années là c'est costumé beaucoup. C'est métamorphosé au cours des 4 dernières décennies plusieurs fois. Ça a été laquelle, toi, ta préférée? Moi, c'est les cônes. Les cônes? C'est les cônes. C'est la brassière en cône. Là. Ça, c'est iconique. On voit l'image. Il y a la directrice générale... Mais j'ai pas dit que j'allais y aller avec des cônes le 19 août. Là. C'était ma prochaine question. J'allais conclure avec cette question-là, mais tu vas y aller habillé comment, toi, Jean-François? Je vais regarder ça de la maison, je pense. Je pense pas. Je suis pas un grand fan de Madonna. Là. Je respecte l'artiste, tout ça, mais j'ai pas d'album, j'ai pas ça dans ma playlist la Madonna. Mais je trouve que c'est une belle idée. Je suis certain que dans le village, ça va être festif. Je suis certain qu'on est capable de battre le record. Il y a tellement de fans de Madonna, mais je pense pas que tu vas me voir... Habillé en la Madonna. Mais toi, ça a l'air à te tenter, par exemple? Ben moi, je suis juste enthousiaste par le fait de cette nouvelle-là, qui est quand même... C'est un record qui a été établi en 2014. Puis on est quand même en 2023 et on veut dépasser ce record-là. C'est 440 personnes qui étaient habillées en Madonna qui se sont rassemblées pour obtenir un record Guinness à New York. Et la directrice générale de la Société de développement commercial du village, Mme Gabrielle Rondy, dit que Montréal peut facilement battre ce record-là, en plus de donner une occasion aux milliers d'admirateurs qui espéraient voir leur idole cet été de vivre l'expérience d'une toute autre façon. Je suis en train de regarder des looks. Là. On peut être un petit peu en policier, parce qu'il y a eu un look à monnaie en noir avec une petite casquette, un peu garçonne. Un haut de forme, elle a fait ça aussi. Un espèce de petit robe... slash dentelle. Fait que les looks ne manquent pas. Là. C'est assez facile de trouver. Il va en avoir de toutes sortes là, dans les rues de Montréal. Oui, même un petit look égyptien. De ce côté. Bref, il y a moyen de trouver quelque chose qui vous sied bien. Voilà. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des photos aussi là, sur les réseaux sociaux avec ce record qui sera peut-être battu. Il y a des experts qui dénoncent l'encouragement de certains influenceurs à ajouter du borax, qui est une substance nettoyante soi-disant naturelle, je mets naturelle entre guillemets, dans les boissons quotidiennes de leurs abonnés au prétexte d'effets bénéfiques sur la santé. Selon ces influenceurs, les sels de borax qui sont formés à partir des éléments chimiques du bore, du sodium, de l'oxygène et de l'hydrogène aideraient à réduire l'inflammation, l'arthrite et certaines maladies auto-immunes. C'est ce qu'a rapporté un média britannique. Et ces autoproclamés remèdes sont vivement critiqués par les spécialistes qui mettent en garde contre les dangers de ce type de thérapie alternative. Bien que le borax soit d'origine naturelle, ça garantit en aucun cas son innocuité. Il y a un chimiste, Nathan Killa, qui est professeur de chimie à l'Université de Tasmanie, et d'autres experts aussi qui ont soulevé cette influence-là là, sur la plateforme et qui ont précisé qu'il n'y avait aucune preuve qui les permettait d'appuyer de potentiels bénéfices pour la santé. Moi, j'avalerais jamais ça. Le borax, c'est la seule fois que j'ai entendu ça, là, c'est pour faire de la glu pour les enfants. Oui, c'était... Lorsqu'on veut faire de la glu, là, une coupe d'affaires qu'on met dedans, dont du borax, qui est comme l'élément... Si t'as pas de borax, tu n'en feras pas de glu, qui fait en sorte que tout ça se tient ensemble et s'étire. Fait que... c'était pendant la pandémie, là, tout le monde faisait de la slime, c'est ça le mot que je cherchais. Là, de la glu, de la slime, nous autres, on appelait ça de la glu, là, mais tu sais, de l'espèce d'affaires qui s'étirent, là. On a fait ça souvent avec mes enfants, là. C'était comme un jeu, mais de là en ingurgiter,
No. C'est quelque chose de différent, mais c'est pas la première fois aussi qu'il y a une tendance sur les réseaux sociaux là, qui vient... Qui fait pas de sens, ouais. C'est pas la première qui fois. vient mettre des personnes en danger, là, pour que ce soit pour leur santé ou pour peu importe là, leur état. J'en reviens à mon commentaire sur les balançoires. Il faut se servir de notre jugement aussi, n'est-ce pas? Pas parce que c'est sur TikTok qu'il faut le faire. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le personnel de la compagnie aérienne britannique British Airways a pris une décision inattendue. À la suite d'un problème avec les repas prévus pour les passagers, l'équipage a décidé de leur servir, roulement de tambour, du poulet frit Kentucky, du PFK. Du PFK? Ouais, en fait, vol? En vol, parce que ce qui est arrivé, c'est que les chariots de nourriture n'étaient pas correctement réfrigérés, ce qui a fait en sorte que la nourriture qui devait être distribuée pendant le voyage ne pouvait plus être consommée. C'est ce qu'a rapporté The Sun. Et là, bien évidemment, il y a des vidéos qui ont circulé sur les internets montrant les membres de l'équipage qui distribuaient du poulet frit aux passagers du vol. Et c'est un passager, Ian Morgan, qui a publié des images sur Instagram du personnel qui distribuait le poulet. Il disait un vol de 12 heures depuis les îles Turques et Caïques et British Airways avait oublié de la nourriture pour tous les passagers. Donc, lors de l'escale prévue aux Bahamas, ils ont obtenu des seaux de PFK et distribué une cuisse de poulet par passager. C'est ce qu'il a écrit. Il a ensuite qualifié l'incident de honte absolue et il y a d'autres utilisateurs, eux, qui ont toutefois salué la décision de la compagnie aérienne d'éviter de servir les repas pour éviter des problèmes de santé aux passagers. On a eu une réaction du côté de British Airways. Ils ont mentionné que leurs équipes sont passées à l'action et ont veillé à ce que leurs clients aient quelque chose à manger et ils s'excusent auprès des clients. Le service de repas complet n'était pas disponible et ils avaient dû trouver une autre solution pour remédier à ce petit problème. Moi, je trouve que les gens sont chialeux. Là. Le premier qui a sorti des vidéos en disant que c'est odieux, je veux dire, par un coup du sort, il n'y a pas de nourriture. Tu as un vol de 12 heures, tu te retournes de bord, puis, tu sais, je veux dire, s'il y avait annulé le vol, ça aurait été pire, ou 12 heures sans manger, ça aurait pu être pire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je dis pas que c'est la meilleure situation. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Surtout pour des végétariens. Hein? Oui, puis je sais que c'est pas l'idéal, là, mais tu sais, à un moment donné, quand t'es pris, tu fais ce que tu peux, là. Je veux dire, ils doivent avoir cherché aux Bahamas qu'est-ce qu'on peut avoir en grande quantité, puis la seule affaire qu'il y avait, c'est le PFK. Ça a sûrement pas été leur premier choix. Fait qu'à un moment donné, faut arrêter de se plaindre. Je comprends que si t'es aux îles Turquoises, t'as sûrement beaucoup de sous, puis probablement que tu t'attendais à mieux que du PFK. Mais à un moment donné, tu fais avec. Mais moi, ce qui me chicote, c'est, tu sais, du PFK, là, ça sent. Oui. Tu sais, du PFK. Ça sent la friture. Oui, mais tu sais, il y a des affaires qui sentent plus que d'autres. Du PFK, tu rentres ça d'une place, là, que t'aimes ou pas le PFK, ça te donne le goût à cause de l'odeur qui flotte. T'as-tu pensé, une fois que tout le monde avait ça, une fois qu'on a ouvert tous les gros pots là, de PFK, comment ça devait sentir dans l'avion pendant le reste du temps? Là, parce tu peux pas ouvrir de fenêtre pour aérer. Pas trop, puis tu peux pas mettre des petites bougies. Là, dire, on va mettre des petites bougies pour changer l'odeur. Fait que, ouais, tu vois, c'est plus ça. Puis... ben voilà, c'est pas l'affaire la plus santé en ville, mais une fois, ça dérange pas ben. Au moins, ils ont mangé. C'est ta conclusion. Mais moi, si j'ai 12 heures à faire, puis que j'avais un repas de prévu, puis qu'on me dit, écoute, ils n'ont pas été réfrigérés, tu vas être malade si tu manges ça. À la place, on a fait ce qu'on pouvait, on est allé chercher du PFK, je vais faire. Bon, je suis pas full enchanté, mais merci d'avoir trouvé une solution de rechange. Jean-François, toi, t'as une voiture? Oui. T'as des clés de voiture? Ben oui. Tu les ranges où, toi, d'habitude? Tu veux dire dans comme tes poches, là, dans ton mettons? manteau, Ou ouais, l'endroit où t'es ranges d'habitude. Là. Ouais, c'est poche. Ou quand j'ai je peux avoir un petit sac, comme là, ils sont dans mon sac, parce que j'ai ça avoir ça dans mes poches. OK, mais généralement, je traîne pas de petites sacoches. Là. Je sais que la mode est au sac banane, mais moi, j'ai pas ça. Fait que généralement, c'est dans mes poches. T'es pas encore dans la tendance là, ça a l'air que je suis pas tendance du sac banane. Ça a l'air que c'est hot, selon mes enfants, mais moi, j'adhère pas. Ben, il y a un homme saoudien de 49 ans, lui, qui a avalé par inadvertance une clé de voiture. Et il a survécu.
C'est ce que rapporte Gulf News. L'homme de 49 ans a été admis à l'hôpital de l'Arabie Saoudite un peu plus tôt ce mois-ci en raison d'un blocage des voies respiratoires. Il y a un examen qui a rapidement démontré qu'il y avait une clé de voiture qui se trouvait dans sa trachée. Donc, l'homme a été immédiatement transféré au bloc opératoire où il y a une endoscopie qui a été réalisée en 15 minutes pour retirer la clé de sa fâcheuse position. Et là, tu vas me demander pourquoi est-ce que cette clé était rangée. C'est le côté par inadvertance que moi, je trouve bizarre. Parce que, je veux dire... C'est pas petit, une clé, là. Comment tu peux manger une clé, puis pas t'en rendre compte? Mais selon les médecins saoudiens, c'est en jouant, entre guillemets, avec sa clé que l'homme a malencontreusement trouvé le moyen d'envoyer celle-ci dans le fond de son gourgoton. Donc, il savait qu'elle était là. C'est pas parce qu'il... Non, il a pas tombé. Puis... Non, mais dans le sens, par inadvertance, puis c'est à l'hôpital qu'ils ont trouvé qu'elle était là. Je veux dire, moi, mettons, là, si j'avale une clé... en jouant, là, niaiseusement, là. Premier réflexe que je vais faire, c'est « Shit, j'ai une clé dans mon estomac. Je vais surveiller mes selles dans les jours suivants, là, tu peux être sûr. » Puis si... Non, mais là, il était prise dans sa trachée. C'est encore pire. Ça s'est pas rendu jusqu'en bas. Là. Ça a bloqué ses voies respiratoires et c'est là qu'il s'est rendu à l'hôpital. Bon. Écoute, on joue pas avec les clés dans notre bouche. Là, je sais pas quoi dire de plus. Ça va pas dans la bouche. J'imagine juste de dire « Chérie, j'ai perdu mes clés. Où est-ce qu'ils sont? Dans ma gorge. Hein? Je suis dans ma gorge. » Mais au moins, si c'est comme maintenant les nouvelles clés codées, tu sais, t'as plus besoin de la mettre dans Switch, tu peux quand même partir ton char. C'est vrai. Il faut que tu l'aies sur toi. Fait que t'es assez proche pour débarrer tes portes, partir ton auto en tout temps. Écoute, c'est une bonne idée. Tu sais que je me suis déjà rentré une efface dans le nez quand j'étais jeune, mais là, j'étais jeune. Une efface à crayon moi, ou une efface, grosse efface? Non, quand j'étais jeune, il y avait des espèces de bâtons. Puis c'était une grande efface. Puis quand t'arrivais au bout, tu déroulais un petit bout. Puis là, t'effaçais, puis tu déroulais un petit bout. Puis bref, ça ressemblait au petit bout rose là, qu'il y a au bout des crayons. Ouais. OK, mais pleine grandeur. Tout le crayon, c'était une efface. Puis là, écoute, j'étais en deuxième année, là, genre, j'ai 8 ans, là, puis je sais, un peu comme le gars, là. Je sais pas pourquoi, là, je me rentrais... Par inadvertance. Par stupidité, je me rentrais ça dans le nez. Puis à un moment donné, je l'ai échappé là. J'étais plus capable de la ressortir. Puis là, j'ai pas osé le dire au professeur, tu sais, pas avoir l'air d'un sans-dessin, dire... je me souviens, c'était la journée de l'Halloween, parce que sur l'heure du dîner, j'étais allé manger chez nous. Ma mère me maquillait, puis elle me mettait du blanc en face, puis je chantais où est-ce qu'étaient les faces. Bref, à un moment donné, c'est parti, ça. C'est grand, les fosses nasales. Puis quand je suis allé chez le pédiatre, il m'a checké dedans du nez. Il a fait, il y a quelque chose dans le nez, peut-être un bout de Kleenex en se mouchant, quelque chose. Et là, moi, je le savais en maudit, c'était quoi? Puis là, ils ont été obligés de m'opérer. Parce que là, elle a commencé à se décomposer. Puis c'était dangereux que ça s'en aille au cerveau. D'ailleurs, moi, je pense qu'il en est allé des petits bouts au cerveau. mais ça, c'est un autre dossier. Bref, c'est la seule fois que je me suis fait opérer, hospitalisé dans ma vie. Endormi, puis tout. C'était pour aller chercher les faces décomposées. Ça, c'est arrivé combien de temps entre le temps où tu te l'as mis dans le nez puis ton opération? Un 6 mois, facile. J'ai vécu une efface un 6 mois. Voilà. Mais une clé dans la bouche... à l'âge adulte, ça, c'est autre chose. Oui, je rappelle, surtout il y a 49 ans, l'homme. Je vous rappelle qu'il y avait un porte-clés avec ça. Là. Mais... un antidémarreur, un porte-clés, un démarreur à distance, il y avait tout ça dans la gorge. Mais là, je te confirme qu'il faisait juste jouer avec sa clé et que sur la radio, là, si tu vas voir sur le sac de chips, c'est là qu'on peut voir la radio là, avec une clé dans la trachée. Bravo, champion. Voilà. Le Monde. La Norvégienne Christine Harila et son guide népalais Tangin Sherpa ont inscrit leur nom dans l'histoire de l'alpinisme en devenant les alpinistes les plus rapides à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. C'est un exploit qui a été réalisé après leur ascension du redoutable K2 au Pakistan, comme l'a annoncé leur équipe. Le duo a réussi à escalader ces 14 sommets en seulement 3 mois et 1 jour, soit 92 jours. C'est un record qui éclipse celui d'un Népalais britannique qui avait établi le précédent record en 2019 en un temps impressionnant de 6 mois et 6 jours. Donc, c'est une performance qui va rester gravée là, dans les annales de l'alpinisme. Merci Marianne, c'était Tout savoir en 24 minutes.